Sud Radio, Politique sous influence, 11h midi, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à vous dans Politique sous influence, l'émission qui décrypte ce que les réseaux sociaux pensent tout bas. On est avec Esteban Rania jusqu'à midi. Bonjour à vous Esteban. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On va suivre toutes les actualités de la campagne électorale, en particulier sur les réseaux sociaux. Qui aura les suffrages des jeunes, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron? Ce sera le débat entre deux partisans, un partisan de Marine Le Pen, un partisan d'Emmanuel Macron. On va parler aussi de la jeunesse. Pourquoi les jeunes s'abstiennent davantage alors même qu'ils n'ont jamais autant parlé de politique ou d'avenir de la planète sur les réseaux sociaux? Et puis on va parler de Twitter. Le petit oiseau bleu va-t-il se faire croquer par Elon Musk? On en parle dans quelques minutes avec nos invités. Mais avant ça, place au buzz de la semaine. Et on commence ces buzz de la semaine avec vous, Esteban Rania. Vous revenez sur ces étudiants qui ont bloqué la Sorbonne pour protester contre le premier tour de l'élection présidentielle et surtout l'affiche du second tour. Oui, c'est un peu paradoxal quand on prône la démocratie. Ils ont été délogés quand même dans la nuit de jeudi à vendredi, seulement après 30 heures de blocage. Macron et Le Pen ne nous représentent pas du tout. Ce sont deux options aussi mauvaises l'une que l'autre. On en a marre de devoir choisir entre la peste et le choléra. Ça, c'est ce que raconte une étudiante, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Il y a eu des dégradations puisque des bris de verre, des portes fracturées, des carreaux cassés. La région académique mentionne également la destruction de matériel pédagogique, de graffiti, y compris sur le patrimoine historique, et même un mur abattu. Alors c'est peut-être démago, Jean-Marie, ce que je vais vous dire, mais je vais vous lire un tweet qui m'a marqué cette semaine. C'est un message d'Andrei Vaitovich. Vous voyez qui c'est? Non. C'est un journaliste et réalisateur biélorusse basé en France. Voici ce qu'il dit. Certains jeunes Français disent non aux élections. C'est terrifiant et triste en même temps. Je pense à tous ces jeunes Bélarusses, étudiants et étudiantes en prison aujourd'hui pour avoir réclamé une élection libre en 2020. Ça, c'est manifesté pour quelque chose de légitime. Effectivement, et vous aviez aussi les témoignages dans la presse. On en a marre d'élire tous les 5 ans le président des bourgeois. Bon, c'est assez particulier, c'est la France. Ça fait peut-être partie du charme aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on est en Biélorussie, on est beaucoup plus heureux de pouvoir, on serait beaucoup plus heureux de pouvoir voter comme on le fait en France. Les buzz de la semaine, c'est aussi ce buzz, Esteban Rania, cette militante écologiste qui a été exfiltrée d'une conférence de presse de Marine Le Pen sur la politique étrangère de la candidate. Oui, c'est une membre du collectif Ibiza, donc c'est un mouvement écologique qui s'est... En dépit de son nom, oui, effectivement. Voilà, elle s'est faite passer pour une journaliste de la chaîne Russia Today, vous savez, celle qui a été fermée pendant la guerre en Ukraine. Elle s'est faite sortir en se faisant traîner par les pieds. Donc la séquence, évidemment, ça a été filmé et ça tourne en boucle sur les réseaux sociaux et la protagoniste s'est exprimée auprès de BFM TV. On voulait juste rendre visible le fait que la diplomatie de Marine Le Pen, c'est d'être complaisante avec les dictateurs et donc on rendait ça visible et de rappeler qu'elle avait longtemps été forte partenaire de Vladimir Poutine. Et c'est ce qu'avait fait cette militante. Elle s'était levée en plein pendant la conférence de presse. Elle tenait une pancarte en forme de cœur avec marqué Poutine, Marine. En gros, Vladimir Poutine aime Marine Le Pen, Esteban. Oui, après cette intervention, le ton est monté entre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le RN. Car avant d'être traîné au sol par un agent de sécurité de protection de la candidate du Rassemblement National, la jeune femme a été plaquée au sol par un policier. Marine Le Pen s'est donc défendue de toute instruction. Gérald Darmanin a tweeté « Quel mépris pour les policiers de la République qui assurent votre protection. Ayez plutôt l'honnêteté de dire que l'individu qui traîne la manifestante sur le sol est un membre de votre sécurité privée. » Réponse de Marine Le Pen. J'ai le plus grand respect pour ce policier qui a assuré ma protection en immobilisant cet activiste. Je le remercie et déplore que vous, Gérald Darmanin, lui ayez retiré sa mission. Le fonctionnaire blessé n'a pas pu terminer sa mission et c'est un agent de sécurité qui a évacué l'activiste. Et jusque-là, la mission du policier a été suspendue. En d'autres termes, ils se sont chamaillés pour savoir si celui qui a plaqué au sol la militante était un policier ou alors un agent de sécurité. Dernier buzz de la semaine qui a fait beaucoup réagir de manière assez triste pour la candidate visée. C'était au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, Esteban. Et oui, avec 4,78% des suffrages exprimés, Valérie Pécresse n'a pas atteint la barre des 5% qui permet un remboursement à hauteur d'à peu près 8 millions d'euros de frais de campagne par l'État. Alors voici ce qu'elle a déclaré. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile. Évidemment, un appel tout de suite moqué sur les réseaux sociaux. Les internautes s'en sont donnés à cœur joie, ironisant sur le
Pécreston, dit-on maintenant. Des anonymes, mais pas que. Le candidat du nouveau parti anticapitaliste, Philippe Poutou, lui, a même proposé de prêter sa 308 quelques jours. Jean Lassalle également a fait un chèque d'un montant de 10 € pour le Parti des Républicains. Et en plus de toutes les parodies qu'on trouve sur Twitter. Enfin, Jean-Marie, je vais vous lire un tweet. Non, j'ai plus le tweet sous les yeux, mais c'était un tweet de Nabila qui avait appelé à voter Emmanuel Macron. Absolument, parce qu'on voulait en parler. Qui a appelé à voter Emmanuel Macron ? On l'écoute tout de suite. C'est celle qui avait dit ce légendaire « Non mais allô, quoi ?» On se rappelle, Nabila, c'est un soutien dont Emmanuel Macron se serait très bien passé. On a fini par la retrouver. Vous me recevez ? Et dans le tweet, elle annonce elle veut que ses enfants grandissent dans un pays apaisé. C'est vrai qu'à Dubaï, un pays où on retire les passeports de certains travailleurs, c'est beaucoup plus apaisant. L'influenceuse de télé-réalité et star de la télé-réalité qui était à Dubaï et qui apporte son soutien à Emmanuel Macron en disant « Je veux une France apaisée ». C'est beaucoup plus facile à dire à plusieurs milliers de kilomètres. Politique sous influence. On va parler de Twitter dans quelques instants. Restez avec nous. Pourquoi Elon Musk veut acheter Twitter ? Est-ce qu'Elon Musk est en mesure de croquer le petit oiseau ? On en parle tout de suite. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Jean-Marie Bordry. Les coulisses des réseaux sociaux jusqu'à midi sur Sud Radio avec Esteban Rania. C'est une offre publique d'achat faramineuse, près de 38 milliards d'euros, offert par le patron de Tesla, Elon Musk, pour racheter le petit oiseau bleu Twitter. Est-ce qu'Elon Musk est en mesure de s'emparer du réseau social ? On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour à vous, Alexis Lévrier. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes historien des médias, vous êtes auteur de ce livre Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse. C'est publié aux éditions Les Petits Matins. Je le disais, une offre publique d'achat faramineuse de 38 milliards de dollars. D'abord, autant que je sache, à ce stade, c'est un record dans l'histoire des offres d'achat de réseaux sociaux. Oui, c'est une situation assez inédite. Il était déjà devenu le premier actionnaire de Twitter, Elon Musk, et aujourd'hui, il envisage un rachat pur et simple. Alors, ça peut s'expliquer, cette offre, par le fait que Twitter, c'est un géant au pied d'argile, c'est-à-dire que, contrairement aux autres grands réseaux sociaux, et notamment à Facebook, c'est une compagnie qui n'a jamais été véritablement rentable. Depuis son émergence, elle a beaucoup de succès, mais Twitter n'a jamais trouvé un modèle économique qui fonctionne véritablement. Ils envisagent des offres payantes, mais ça ne fonctionne toujours pas très bien, alors même que c'est un réseau qui a beaucoup de succès, qui est très utilisé, et donc il est fragile, et ça explique qu'Elon Musk puisse envisager aujourd'hui de le racheter. Tiens, comment on explique d'ailleurs que Twitter n'ait jamais réussi à gagner de l'argent, ou presque jamais ? Bien, il y a l'offre est gratuite. Le modèle, c'est valable pour toute la presse, vous le savez très bien. C'est-à-dire que la publicité suffit rarement à assurer l'efficacité et la rentabilité économique d'un titre, et c'est valable aussi pour les réseaux sociaux. Donc Twitter a essayé plusieurs choses. Ils sont passés de 140 à 280 signes. Ils ont inclus de plus en plus de possibilités. Ils incluent la possibilité désormais de promouvoir un tweet si on le souhaite, donc de faire des publicités soi-même. Et aujourd'hui, ils envisagent un abonnement qui permettrait d'avoir accès à des fonctions spécifiques. Pour autant, je crois que tout le monde a pris l'habitude sur Twitter d'utiliser ça de manière gratuite, et on aura beaucoup de difficultés pour changer les habitudes des usagers. Et c'est là qu'arrive Elon Musk. Alors pourquoi lui et pourquoi Twitter ? Du coup, vous avez dit pourquoi Twitter, mais pourquoi Elon Musk ? Et qu'est-ce qu'il pourrait apporter ? Alors Elon Musk, c'est très intéressant son attitude à l'égard de Twitter, et je trouve que ça révèle beaucoup de choses sur l'avenir, le présent et l'avenir des réseaux sociaux. C'est un libertarien à l'origine, c'est quelqu'un qui est provocateur, qui est pour une liberté d'expression totale, et il trouve, ça fait longtemps qu'il le dit, que Twitter est devenu trop régulé, de manière trop opaque, et qu'il rêve d'en refaire ce qu'était le projet d'origine, c'est-à-dire un espace de liberté d'expression totale. Donc ça, c'est à la limite un beau projet. Le problème, et il suffit de voir la manière dont la droite américaine essaye de le séduire, et il a quand même donné des signaux favorables à la droite américaine et même à Donald Trump, c'est parce que, évidemment, Donald Trump avait utilisé ce réseau comme un espace de liberté d'expression pour lui, et surtout de propagation de fake news. Quand il n'y a pas de régulation, vous pouvez faire
diffusés sur ces réseaux, les pires rumeurs, les pires contre-vérités, et on sait à quel point Donald Trump l'a utilisé en ce sens. Son compte a finalement été supprimé très tardivement, mais il l'a été. Et il y a donc toute une droite américaine radicale qui estime qu'il faut revenir à l'esprit d'origine et qui rêve de reprendre la main sur Twitter. Ça explique d'ailleurs la profusion de nouveaux réseaux sociaux de droite ou d'extrême droite américains, comme par exemple le réseau social Getter, le réseau social aussi de Donald Trump qui s'appelle Truth Social. Désolé pour mon accent anglais. En gros, ce sont des réseaux sur lesquels vous pouvez dire ce que vous voulez, vous ne serez jamais censuré, c'est ça ? Oui, alors c'est un beau rêve, hein, mais moi je rappelle toujours quand même que la liberté d'expression ne peut pas être totale. Et que même en France, on dit toujours qu'on est le pays de la liberté d'expression depuis la Révolution française, mais même dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il n'était pas question de liberté d'expression totale. L'article 11 qui est consacré à cette liberté dit « La libre communication des idées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. » Mais on oublie toujours de rappeler la fin de cet article qui est sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Voilà. C'est-à-dire que même en 1789, on avait compris que quand il n'y a pas de limite à la liberté d'expression, c'est la violence, c'est la radicalité, ça peut être l'appel au meurtre, ça peut être toutes les dérives possibles et imaginables. Et déjà les fausses nouvelles qui prospéraient au moment de la Révolution, comme elles prospèrent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Oui, sauf que autant que je sache, Alexis Lévrier, techniquement, la loi ne m'interdit pas, moi, de répandre une fausse information sur Twitter. Twitter peut me bannir, éventuellement, mais j'ai le droit de mentir. Alors, après, vous pouvez être attaqué, hein, puisque la loi en France, il y a une loi depuis 1881 qui est très bien, hein, qui est un des socles de la République, qui est sur la liberté de la presse, mais sur la liberté d'expression en général. Donc, ça nous concerne tous quand on est sur Twitter. Mais effectivement, les possibilités d'être poursuivi, parce que c'est en fait des particuliers ou des titres, des communautés qui peuvent vous poursuivre si elles s'estiment diffamées, donc c'est une procédure en justice. Et pour faciliter ça, en France, il y avait la loi Avia qui était prévue, sur laquelle confier la régulation à ces sociétés elles-mêmes, aux réseaux sociaux eux-mêmes. Or, ils connaissent peu le droit français. Par exemple, nous, on a une liberté d'expression totale sur les questions d'opinion, de religion. On peut dire ce qu'on veut des religions, mais pas des personnes qui pratiquent ces religions. Voilà. Il y a un distinguo qui est fait dans la loi de 1881, qui n'est pas du tout le distinguo américain. Et donc, on le voit bien, quand il y a du blasphème sur Twitter, il y a une régulation qui intervient très souvent, c'est-à-dire qu'on applique le précepte américain, on va supprimer ces contenus, alors même qu'ils respectent le droit français et la liberté d'expression telle qu'on la conçoit. C'est pourquoi on a l'impression de moins pouvoir dire de choses sur Twitter que en public en France en général. Mais revenons à ces fausses nouvelles parce que ça c'est important. Tiens, les réseaux sociaux sont inondés de propagande russe, notamment en ce moment. Imaginons que moi j'ai envie de raconter sur Twitter que Kiev vient de tomber, que Vladimir Poutine est le plus fort et que l'armée russe est entrée triomphalement et acclamée par les habitants de Kiev dans la ville. J'ai le droit de tweeter ça ou pas? Écoutez, vous pouvez essayer, ça serait un test assez amusant. Ce serait une expérience. Oui, ça serait une expérience. Alors, le problème en plus sur Twitter, c'est que ça se diffuse d'autant plus facilement que vous avez une image, parce que contrairement à Facebook, c'est un réseau quand même qui a toujours privilégié des personnes qui ont une place, une stature, qui appartiennent à une organisation, qui sont journalistes, qui sont universitaires, qui sont politiques, etc. C'est beaucoup plus hiérarchisé que Facebook, Twitter. Fonctionnement. Donc, vous avez cette image de journaliste pour une excellente radio, donc vous serez d'autant plus diffusé que vous avez cette image-là, et c'est tout le risque. Alors, on peut se retourner contre vous. À mon avis, vu le contexte, c'est-à-dire que vraiment, il y a une attention très forte, parce qu'on sait que les réseaux russes influencent traditionnellement les périodes électorales, mais singulièrement en ce moment, tout ce qui concerne la guerre d'Ukraine. Évidemment. Donc, il y a de fortes chances que Twitter soit très attentif à cette question et que votre tweet soit censuré relativement rapidement et que votre compte Twitter lui-même soit suspendu assez rapidement. C'est très probable parce qu'on est dans un contexte quand même très particulier. Mais donc, Twitter surveille ceci en ce moment. Voilà, très spécifiquement en ce moment, mais il y a une opacité dans la manière dont ce réseau est régulé. Oui. Alors revenons maintenant à Elon Musk. Lui, vous l'avez dit, c'est un libertarien, il est partisan de la liberté d'expression totale. Il l'a dit d'ailleurs aux Ukrainiens lorsqu'il leur a rendu Internet avec son réseau Starlink. Les Ukrainiens lui avaient demandé de débrancher les sites russes. Il a dit non, il n'en est pas question, même en temps de guerre. Moi, je suis un extrémiste de la liberté d'expression. Revenons à Elon Musk. Est-ce qu'il a les moyens, est-ce qu'il est capable de s'emparer de Twitter ou pas ? Oui.
C'est tout à fait possible. C'est un milliardaire, l'une des plus grosses fortunes du monde. Et comme je disais tout à l'heure, Twitter est finalement assez fragile. Donc, il peut très facilement être... séduire les actionnaires. Il y a eu une clause qui a été activée manifestement par la direction de Twitter qui s'appelle, je cite, la clause de la pilule empoisonnée. Ça, c'est du jargon financier, manifestement. En gros, si un actionnaire hostile dépasse les 15% des actions de la société sans l'accord du conseil d'administration, les autres actionnaires pourront racheter au rabais d'autres actions. En gros, ce serait une manière de plomber l'OPA. Est-ce que ça veut dire que la direction de Twitter n'a pas envie d'être rachetée ? Ah mais ça ne fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Ils voient bien, et je crois qu'ils ont raison, ils voient bien le danger à quel point leur réseau social qui s'est racheté une image en censurant Donald Trump. Moi, je crois que la vraie responsabilité de Twitter, c'est pas d'avoir suspendu ou supprimé même le compte de Donald Trump, c'est de l'avoir laissé pendant des années propager les pires mensonges. Et il y avait une espèce de relation toxique entre Twitter et ce président, parce que le succès de Twitter s'est beaucoup construit grâce à Donald Trump et grâce à son utilisation frénétique de ce réseau social. Et donc, ils ont attendu la chute de Trump, en tout cas l'imminence de cette chute, pour réagir enfin. On peut rappeler, c'était de manière peu glorieuse, c'est-à-dire qu'ils se sont servis des tweets de Donald Trump pendant tout son mandat de président, et c'est seulement une fois qu'il a perdu et qu'en plus il remettait en cause sa défaite, ou la réalité de sa défaite, ils l'ont suspendu. C'était un peu le coup de pied de l'âne quand même. Exactement, c'est assez lâche comme attitude. Mais aujourd'hui, ce réseau un peu contraint et forcé a quand même commencé une autocritique et une meilleure régulation, parce qu'il voit bien que ça a conduit quand même Donald Trump à refuser le verdict des urnes. Et on est passé au Capitole près d'un coup d'État. Et donc tout cela, c'est typiquement les dérives de la liberté d'expression dont je parlais tout à l'heure. À force de dire que les médias mainstream mentent et utiliser un réseau social pour le dire, eh bien les gens finissent par le croire et par menacer l'existence même de la démocratie. Aujourd'hui, Twitter a changé. Il n'a pas eu trop le choix, mais il a changé. Et c'est cela que menace précisément Elon Musk. Donc, ils veulent se prémunir de cette offre. Je ne sais pas s'ils y parviendront. Ils imaginent effectivement des instruments pour y parvenir. La grande fragilité économique de Twitter rendra quand même difficile de résister à cette OPA. Et on peut donc s'inquiéter pour l'avenir de Twitter et plus généralement pour l'avenir de la démocratie américaine. Et en tout cas, on le rappelle, 38 milliards d'euros d'offres publiques d'achat d'Elon Musk. Esteban Ranier, oui, j'ai une question pour vous, Alexis, parce que Elon Musk, il dit lui-même, c'est pas une question d'argent pour lui, il peut acheter à perte. En gros, c'est pas grave. Est-ce que c'est pas aussi un caprice de milliardaire d'avoir son propre média? Parce qu'on sait que le Washington Post, ça appartient à Jeff Bezos, qui est le fondateur de Amazon. On sait que Bill Gates aussi investit beaucoup d'argent dans les médias aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est pas, moi aussi, je veux avoir mon média? Alors oui, dans l'absolu, c'est possible, mais moi je serais finalement plus pessimiste que vous, parce qu'on voit bien ce qui se passe avec Murdoch déjà aux États-Unis. Ou avec on rappelle Rupert Murdoch, un grand mania des médias anglo-saxons. Qui contrôle notamment Fox News, et on voit bien ce qui s'est passé en France avec Bolloré, qui a pesé de tout son poids sur la campagne électorale. C'est vrai qu'il y a des rivalités entre actionnaires, ce sont des hochets, les médias. On sait qu'ils ne sont pas vraiment rentables en général, et donc des grands industriels les rachètent comme outil d'influence ou comme outil de prestige. Mais on voit aussi qu'il y a des patrons de presse qui ont un projet idéologique. Dans le cas de Vincent Bolloré ou de Rupert Murdoch, c'est un projet qui est assez radical, qui penche quand même très, très clairement vers la défense d'une idéologie de droite ou d'extrême droite. Mais dans le cas d'Elon Musk, ça pourrait conduire à la même chose au nom d'une idéologie qui est a priori inverse. C'est-à-dire que lui, il défend la liberté d'expression totale. Mais ce relativisme, on sait qu'il a conduit au triomphe du populisme d'extrême droite de Trump. Et ce qui s'est passé une fois, Trump, il s'est pas retiré de la vie politique, il a encore des ambitions électorales. Et donc, que mais Twitter il peut revenir aussi, ceci dit. Mais ceci, ce serait son droit aussi. Après, si je me fais l'avocat du diable, j'ai envie de vous dire, s'il y a des milliardaires de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite, si tous veulent leur réseau social ou leurs médias, ça contribue aussi au pluralisme dans une démocratie, non ? Alexis Lévrier. Il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de leçon définitive qu'on puisse tirer de l'histoire des médias en la matière. C'est-à-dire que ces grands actionnaires aujourd'hui, s'ils n'étaient pas là, la plupart des médias n'existeraient plus. Donc il faut en avoir conscience. Et donc moi, je ne suis pas hostile par principe au fait que des oligarques rachètent des médias. Simplement, c'est au nom de quoi et avec quelle valeur et pour propager quelle idéologie. Et là, dans le cas d'Elon Musk, on a le droit quand même de s'interroger sur ce qu'il veut faire de ce réseau social. D'accord. D'abord, on a le droit de s'interroger sur tout et en toutes circonstances. Esteban Rania.
Non, mais c'était juste pour revenir, parce que Elon Musk, il n'en est pas à son coup d'essai d'acheter des entreprises comme ça. Il a acheté, je vous rappelle, il a créé une compagnie qui s'appelle The Boring Company. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est une entreprise qui fait des lance-flammes. Voilà, c'est pour le fun. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'Elon Musk... On est tombé en tout cas sur l'oligarque le plus exubérant d'outre-Atlantique, ça c'est très clair. On peut d'ailleurs s'attarder une dernière fois avec vous, Alexis Lévrier, sur sa pratique à lui de Twitter, Elon Musk, parce qu'on l'a quand même vu, et à plusieurs reprises, faire exploser la valeur de plusieurs biens, parfois même de crypto-monnaies, uniquement en tweetant à leur sujet, ce qui montrait d'ailleurs le pouvoir d'influence, du personnage et de son réseau social. Oui, bien sûr, ça prouve que Twitter, même si c'est pas rentable, est quand même un outil d'influence énorme au service d'idéologies politiques, comme on disait tout à l'heure, de personnages politiques, mais parfois au service de manias comme ça de la presse qui savent, ou d'industriels qui savent l'utiliser. Donc c'est toute l'ambiguïté de Twitter, qui pour l'instant n'est pas une entreprise profitable, mais qui a une influence considérable sur la vie politique, économique, culturelle, et Elon Musk le sait très bien. Il y a aussi une composante qu'on peut prendre en compte et qui fait grincer des dents le conseil d'administration de Twitter, c'est que Elon Musk spécule depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, sur le fait d'intégrer un bouton modifier le tweet sur Twitter. Et ça, c'est quelque chose dont les utilisateurs de Twitter sont assez réticents, parce qu'aujourd'hui, un tweet, c'est... On rappelle d'ailleurs la règle, en gros, ça c'est ce qui fait la spécificité de Twitter, vous ne pouvez pas modifier ce que vous avez publié sur Twitter. Imaginons que dans un état second, j'ai insulté quelqu'un hier, ce tweet, je ne pourrai jamais le corriger. Je peux éventuellement le supprimer, mais là, il peut toujours circuler par ailleurs. Ce serait possible, ça ? Ce serait envisageable ? Techniquement, c'est très possible. Et alors moi, pour le coup, je ne suis pas fétichiste de Twitter, tant que c'est un réseau que j'utilise beaucoup depuis longtemps, mais je pense... On a eu le même débat quand on est passé de 140 à 286. Oui. Pour beaucoup d'utilisateurs de la première heure, c'était la fin de ce beau réseau qui n'existait que dans sa brièveté. Il fallait trouver la petite formule qui touche, qui fait mouche. C'était proche de l'épigramme, on disait. Il fallait être efficace. Ouais, il fallait être efficace, et on avait peur que Twitter cesse de perdre toute sa raison d'être en passant à 286. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose là, c'est-à-dire qu'on fait un débat de quelque chose qui est une modification technique qui est souhaitée. En plus, on fait tous des fautes d'orthographe sur Twitter qu'on aimerait modifier. Et c'est ce qui s'est passé sur Facebook il y a quelques années. Ça n'a pas suscité un changement profond de la nature même de Facebook. Donc je crois que pour Twitter, ça ne changerait pas la nature de ce réseau social. Pour le coup, évidemment, on peut tout imaginer, que prenne le contrôle de votre tweet. J'ai vu qu'il y avait des craintes qui s'exprimaient déjà en ce sens, mais je me rappelle qu'on a eu les mêmes en passant de 140 à 286. Donc pour ma part, je ne suis pas hostile à cette évolution. Alors on n'arrêtera pas le progrès. Merci beaucoup, Alexis Lévrier, d'être intervenu sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes historien des médias, auteur de ce livre, notamment Jupiter et Mercure. Le pouvoir présidentiel face à la presse, c'est publié aux éditions Les Petits Matins. Restez avec nous sur Sud Radio. Politique sous influence. On revient dans quelques instants. Les coulisses des réseaux sociaux et les coulisses politiques notamment. D'abord, qui a le suffrage des jeunes, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ? Eh bien, on va poser la question à un soutien des deux candidats. Mais juste avant ça, pourquoi les jeunes votent moins que les autres ? On va en parler avec notre invité dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Jean-Marie Bordry. Les coulisses politiques des réseaux sociaux en cette période de campagne électorale. Pour qui votent les jeunes, ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'ils votent plus Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ? Est-ce qu'ils vont plus voter Marine Le Pen ou Emmanuel Macron au second tour ? On va en parler, ce sera notre débat avec des partisans de chacun des deux candidats. Mais avant ça, pourquoi les jeunes votent moins que les autres ? On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour à vous, Grégoire Cascara. Bonjour, merci pour votre invitation. Mais soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes l'auteur de ce livre, Aux urnes, citoyens, on a envie de dire. C'est publié chez Flammarion. Vous êtes le cofondateur de cette application Élysée et vous êtes aussi président du mouvement Les Engagés. Alors les chiffres sont très clairs. Globalement, plus on est jeune en France, plus on se rapproche des 18 ans, moins on vote. Pourtant, quand on va sur les réseaux sociaux, quand on va sur TikTok, quand on va sur Twitter, on a l'impression que les jeunes ont presque jamais autant parlé de politique. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Oui, c'est vrai que les jeunes sont l'électorat traditionnellement qui vote le moins. Au premier tour de cette présidentielle, 42% des 18-24 ans ne sont pas allés voter. C'est dingue quand même ce chiffre, on peut s'attarder dessus. 42%, c'est énorme. Et j'allais dire 46% pour les 25-34, donc encore davantage. Et c'est évidemment assez spectaculaire. On est
tout proche du record de 2002 et plus largement on observe en fait un long et lent mouvement de désagrégation démocratique depuis les années 80, l'abstention qui ne cesse d'augmenter élection après élection. La présidentielle, c'est souvent l'élection qui échappe à ce phénomène, celle pour laquelle on vote le plus, et on a constaté dimanche qu'en réalité elle ne faisait pas exception. Et pourtant, c'est vrai, vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux, on parle de politique et on en a beaucoup parlé dans les jours qui ont précédé l'élection. La réalité est la suivante, à mon sens, si les jeunes ne votent pas, c'est parce qu'ils attendent d'être écoutés, d'être représentés par les politiques. Ils essaient de le faire sur la forme. On a vu beaucoup de politiques essayer effectivement d'exister sur Twitch, sur TikTok, sur ces nouveaux médias, ces nouveaux réseaux. Mais encore faut-il le faire aussi sur le fond. Et là-dessus, on peut dire que le bas blesse. En gros, ça veut dire faire une vidéo avec McFly et Carlito, c'est bien, mais s'adresser à la jeunesse programmatiquement parlant, c'est mieux. Si je vous ai bien compris. Pendant plusieurs années, on me demandait mais comment se fait-il que les politiques ne viennent pas sur les nouveaux réseaux? Et donc on se disait c'est quand même dommage qu'ils le fassent pas. Aujourd'hui, maintenant qu'ils le font, on dit c'est scandaleux, ils devraient pas le faire. On est français, on n'est jamais content en même temps. Ça, voilà, ils le font à des fins électoralistes, etc. Donc moi, je regrette pas, si vous voulez, sur le principe que ces politiques s'emparent de ces nouveaux médias. Ce que je dis en revanche, c'est que ça ne suffit pas évidemment, et je crois pas qu'un politique soit plus convaincant uniquement parce qu'il fait des TikTok ou parce qu'il réalise des vidéos avec des youtubeurs que vous avez cités. Donc la forme ne doit pas se faire au détriment du fond. Et c'est vrai qu'on a eu le sentiment dans cette campagne présidentielle que les sujets et les préoccupations de la jeunesse étaient au fond assez absentes du débat public et assez absentes des préoccupations des politiques. Et c'est ce décalage qui, à mon sens, justifie en grande partie l'abstention des jeunes. Arrêtons-nous un petit peu sur ce terme, parce qu'on l'entend beaucoup, mais on le précise rarement. C'est quoi les sujets et les sujets de prédilection de la jeunesse ? D'abord, il y a des jeunesses, et pas une seule. Et souvent, quand on parle de la jeunesse, on parle d'une jeunesse très urbaine, très diplômée, très finalement privilégiée. Et donc minoritaire. Voilà, exactement. Et attention un peu à ce portrait robot trop caricatural. En réalité, les sujets qui nous intéressent sont très différents, mais il y a quand même des lames de fond. D'abord, il y a la question, on l'a beaucoup dit, de la précarité étudiante. Moi, j'ai été très marqué à l'époque du Covid par les sujets dans les médias sur la précarité étudiante, qui a été pendant plusieurs semaines un sujet phare, et il n'y avait pas un jeune sur les plateaux de télévision pour en parler. Et donc, cette espèce d'invisibilisation des jeunes, beaucoup de mes camarades qui sont issus de la même génération l'ont mal vécu. Quand vous avez 20 ans, que vous êtes dans un studio de quelques mètres carrés, que vous êtes vous-même victime de la précarité étudiante, vous allumez les chaînes d'infos et vous ne voyez aucun jeune pour s'exprimer sur son ressenti, forcément vous êtes frustré. Un autre sujet, c'est la représentation politique. Aujourd'hui, moins d'un élu sur 10 est âgé de moins de 30 ans. Moi qui ai été très mobilisé pour que les jeunes aillent voter dès les élections municipales, j'ai été marqué par ce chiffre. Comment voulez-vous qu'on construise, ne serait-ce qu'à l'échelle locale, des politiques pertinentes pour les jeunes s'il n'y a pas un seul jeune dans les conseils, et ce, quelle que soit l'obédience partisane. Puis un autre sujet, c'est évidemment la crise écologique. Là-dessus, plusieurs lignes s'opposent ou en tout cas sont incarnées. Je ne dis pas que tous les jeunes sont forcément sur la même ligne sur ces sujets, mais au moins que ces sujets soient au cœur du débat. Puis il y a d'autres questions, et notamment évidemment la question du chômage, de l'emploi, qui sont évidemment prégnantes, et notamment pour des jeunesses peut-être moins favorisées, moins diplômées, qu'on voit un peu moins, qu'on entend un peu moins, mais qui sont aussi importantes que les autres. Donc, et numériquement encore plus importantes d'ailleurs. J'aimerais bien aussi qu'on parle de cette enquête qui avait été commandée par l'Institut Montaigne à Harris Interactive. C'était auprès de 8000 jeunes Français âgés entre 18 et 24 ans, donc la tranche d'âge la plus jeune qui est en âge de voter. 34% d'entre eux estimaient, je cite, que voter ne sert pas à grand-chose car les responsables politiques ne tiennent pas compte de la volonté du peuple. C'est une déflagration, une réponse pareille. Oui, en fait, c'est tout le paradoxe d'une génération engagée, mais d'une génération abstention. Engagée parce que les jeunes se mobilisent dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans les associations. J'ai jamais vu autant de jeunes autour de moi créer des projets citoyens ou associatifs. Parmi les gilets jaunes aussi, on les a vus aussi beaucoup. Bien sûr, ou même des mobilisations plus locales pour porter ces thématiques. Et en même temps, ils votent moins parce qu'ils n'ont plus le sentiment que le vote est l'outil d'expression le plus utile, le plus efficace. Au fond, ils se disent, c'est important de s'engager, mais voter en revanche n'aura pas de conséquences, ne va pas impacter mon quotidien, ne va pas être véritablement utile. Donc tout le travail de conviction que j'essaie de porter, notamment dans le livre, c'est de dire, si on veut que les causes que nous défendons aient un débouché politique, si on veut qu'elles soient accompagnées de conséquences
concrètes, on ne peut pas faire l'économie du vote, on ne peut pas faire l'économie du politique. Et donc le vote ne doit pas suffire en lui-même, il faut qu'il soit poursuivi par des engagements ou par des modes de démocratie continue. Les Gilets jaunes ont essayé de les mettre en lumière, mais pour ça, il faut d'abord voter parce que sans vote, sans politique, il n'y a pas de conséquences durables aux causes ou aux mobilisations que l'on porte sur le terrain ou sur les réseaux sociaux. Dernière question peut-être, alors c'est un pronostic que je vous demande, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être sûr de vous. Pour qui vont voter les moins de 35 ans dimanche prochain, d'après vous? Plutôt pour Emmanuel Macron, plutôt pour Marine Le Pen, ou alors ils vont s'abstenir? À mon sens, la question est très difficile parce que ce sont deux candidats assez populaires au fond dans l'électorat jeune. Encore qu'on voit que c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête des suffrages sur la jeune génération, et à l'inverse, Emmanuel Macron a été plébiscité par les plus de 65 ans. Sans me risquer un pronostic entre l'un et l'autre, ce que je crois en revanche, c'est que cela va peut-être mettre en lumière plusieurs jeunesses qui s'opposent, ou en tout cas qui ont des réalités de vie très différentes. Et donc c'est ça qui sera intéressant aussi, c'est-à-dire au-delà de savoir pour quel candidat les jeunes, c'est très très générique comme terme, voter, plutôt de voir quelles jeunesses ont voté pour Emmanuel Macron et quelles jeunesses ont voté pour Marine Le Pen. Je pense que ce sera sur le fond et d'un point de vue intellectuel très instructif. Et en tout cas, les deux candidats iront aussi parler aux différentes jeunesses de ce pays. Marine Le Pen aujourd'hui dans le Loiret et Emmanuel Macron aujourd'hui à Marseille. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio, Alexis Lévrier. Merci à vous. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup Grégoire Cascara, pardonnez-moi. Je rappelle votre livre Aux urnes, c'est publié chez Flammarion. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants dans Politique sous influence. Place aux partisans des deux candidats, de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Pour qui va voter la jeunesse cette année, dimanche prochain? On en parle tout de suite. Sud Radio, Politique sous influence, 11h midi, Jean-Marie Bordry. Pour qui vous votez les réseaux sociaux? Pour qui va voter la jeunesse aussi? C'est le débat entre nos deux invités qu'on va accueillir tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi avec Esteban Rania pour vous livrer les coulisses politiques des réseaux sociaux dans Politique sous influence. Deuxième tour de l'élection présidentielle dimanche prochain, 20h. Vous vivrez évidemment les résultats en direct sur Sud Radio pour une soirée spéciale. On accueille nos deux invités. Julien Sanchez, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes maire Rassemblement National de Beaucaire dans le Gard où on écoute Sud Radio sur le 95 FM. On accueille également Pierre Batti. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, ancien président des Jeunes Démocrates, c'est-à-dire du MoDem Île-de-France où on écoute Sud Radio d'ailleurs sur le 99.9. Première question à tous les deux. On va commencer par vous d'ailleurs, Julien Beaucaire. Julien, pardonnez-moi, Sanchez, merci beaucoup. Emmanuel Macron est arrivé derrière Jean-Luc Mélenchon au premier tour chez les jeunes, mais c'est le cas aussi de Marine Le Pen. Comment vous expliquez tous les deux que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui ait été plébiscité par les plus jeunes? Je pense que ce qui a pu plaire aux jeunes chez Jean-Luc Mélenchon, c'est la campagne qu'il a pu faire, qui à la fois a été dynamique, a beaucoup utilisé aussi les réseaux sociaux, notamment des visuels qui comparaient les propositions des différents candidats, et puis certaines mesures concrètes sur la hausse du SMIC ou d'autres sujets, alors qui sont des mesures qui n'étaient pas financées pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, et qui étaient beaucoup de promesses en l'air malheureusement. Mais en tout cas, ça a fait mouche et ça a plu. Mais voilà, notre rôle à nous, ça va être d'expliquer les mesures de Marine Le Pen en faveur de la jeunesse, puisqu'on en a beaucoup. Même question pour vous, Pierre Batti. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon chez les jeunes? Alors c'est le fait que la gauche arrive en tête dans la jeunesse, c'est aussi quelque chose qui se répète d'élection en élection. Il y a une volonté aussi d'idéal dans la jeunesse. Quand nous incarnons le candidat sortant, on s'est confronté aussi à la réalité des choses. Donc vous avez moins d'idéal. On a un bilan, et donc voilà, c'est cette volonté d'idéal aussi s'incarne de manière assez traditionnelle et récurrente sur la partie la plus à gauche de l'échiquier. Mais on a su aussi défendre nos politiques, notre bilan auprès de la jeunesse. On a cherché à développer, à s'adresser directement à cette jeunesse au travers des réseaux sociaux, à faire un nombre de propositions qui s'adressaient directement aux jeunes, notamment pour faire valoir notre bilan de réduction par 2 du chômage des jeunes. Et donc on va poursuivre sur les 10 jours qui restent d'ici le second tour pour convaincre cette jeunesse de choisir cette France ouverte qu'incarne Emmanuel Macron. On rappelle d'ailleurs que le chômage des jeunes a baissé, ça c'est vrai, pendant 5 ans. Il reste aussi beaucoup plus élevé que sur l'ensemble de la population. Justement, tiens, beaucoup d'emplois précaires aussi. Voilà, Julien Sanchez, vous allez le dire aussi. Comment lutter contre le chômage des jeunes avec Marine Le Pen présidente? Écoutez, ce que Marine Le Pen veut faire déjà, c'est permettre aux jeunes Français de rester en France, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de Français qui partent à l'étranger parce qu'ils ne croient plus en la France, parce qu'ils en ont marre des
taxes, ils en ont marre de l'insécurité, ils en ont marre de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays et qui n'est plus sous contrôle. Donc qu'est-ce que va faire Marine Le Pen? Déjà, elle va supprimer l'impôt sur le revenu pour tous les moins de 30 ans. Parce que le but, c'est que les jeunes puissent vivre du fruit de leur travail, puissent également vivre tout simplement dans leur propre pays. Elle va également permettre à tous les jeunes qui créent leur entreprise de ne pas payer l'impôt sur les sociétés les 5 premières années, parce qu'elle veut là aussi encourager les jeunes à avoir des envies, à créer, à entreprendre. C'est ça qu'il faut pour notre jeunesse, c'est lui donner les moyens de ses ambitions. Et aujourd'hui, dès qu'on ouvre une entreprise, on est taxé, c'est insupportable. Et je pense que pour les jeunes, il faut vraiment agir là-dessus pour leur donner envie d'agir, d'entreprendre, de faire dans notre pays et de créer de l'emploi. Donc moins d'impôts et moins de taxes et un soutien à la création d'entreprises. Pierre Batti. Oui, nous on arrive avec un bilan, je le disais, réduction par 2 du chômage des jeunes, développement de l'apprentissage. Et moi, c'est à cette jeunesse-là. Oui, il y a une jeunesse qui s'en va, mais elle revient aussi, cette jeunesse. Elle revient en masse en France. Moi-même, j'ai pu faire une partie de mes études à l'étranger. Je suis revenu. Aujourd'hui, je travaille en région parisienne. Et nous, ce qu'on veut, c'est cette France des jeunes qui travaillent. Il n'y a pas une jeunesse, il y a plusieurs jeunesses. Ils n'ont pas France. tous la possibilité de travailler. C'est le problème. Et donc, c'est d'arriver à trouver ces tremplins, ces marchepieds vers le monde du travail. Et on les trouve comment alors? Alors, on l'a fait avec l'apprentissage. D'ailleurs, l'essentiel de la baisse du chômage des jeunes, c'est la réforme de l'apprentissage, avec près de bientôt 800 000 jeunes qui s'engagent chaque année dans ce processus-là. Et puis, on va développer de nouveaux outils, notamment le contrat en engagement jeune, qui va leur permettre, notamment pour des jeunes qui ont pu faire qui ont été décrocheurs scolaires ou qui ont des difficultés après un premier diplôme à trouver de l'emploi, à se reformer, puisqu'on ne veut pas un RSA jeune qui ne soit pas conditionné au fait de s'engager dans une démarche d'insertion, parce qu'on ne peut pas trouver un emploi si on ne se forme pas. Et construire un vrai parcours professionnel. Donc c'est trouver ces marchepieds vers le monde du travail, trouver ces tremplins qui sont importants aujourd'hui, également en revalorisant le travail. On a augmenté de près de 100 € par mois la prime d'activité pour les gens qui sont au travail. On va continuer là-dessus. Julien Sanchez, vous avez parlé d'emploi précaire en faisant le reproche à l'équipe d'Emmanuel Macron d'avoir précarisé la jeunesse qui s'est mise au travail. Après, est-ce qu'il vaut mieux être précaire ou au chômage? Je pense ni l'un ni l'autre, parce que aujourd'hui, on nous demande de choisir entre des situations qui ne sont pas faisables, pas possibles. Sauf que c'est difficile de forcer une entreprise à vous embaucher ou à vous signer un CDI. C'est ça aussi la réalité aujourd'hui. Oui, mais il y a plusieurs solutions à ça dont nous tenons compte dans notre projet présidentiel. Je voudrais juste terminer très rapidement sur les jeunes. Nous proposons aussi la création de 100 000 logements étudiants en 5 ans, parce que là aussi, on a pu constater que les étudiants avaient souvent de grosses problématiques de logement, et donc il faut que l'État et les pouvoirs publics agissent en la matière. Ça n'a pas été assez fait pendant ces 5 dernières années. Et puis on veut aussi soutenir financièrement les jeunes qui travaillent pendant leurs études en leur versant un complément de revenus par l'État à hauteur de 20% des revenus qu'ils gagnent en tant que job étudiant à côté de leurs études, plafonné à 200 € mensuels, et 30% donc pour les étudiants boursiers, plafonné à 300 € mensuels. Je crois que voilà, c'est une aide à ceux qui travaillent aussi pendant leurs études, c'est difficile de travailler pendant ces études, et on veut les aider. Donc en gros, un coup de pouce notamment à tous ceux qui ont besoin de travailler pour, ne serait-ce que pour financer leurs études. Parlons peut-être des réseaux sociaux, parce que c'est aussi le thème de cette émission. Il n'a échappé à personne qu'il y avait 2 candidats qui étaient les plus suivis sur les réseaux sociaux. C'était ni Marine Le Pen cette année, en tout cas, ni Emmanuel Macron. C'était Éric Zemmour d'une part et Jean-Luc Mélenchon d'autre part. Comment ça s'explique, alors même que le Rassemblement National, par exemple, il y a 5 ans, était extrêmement actif sur les réseaux sociaux? Alors ça dépend sur quel réseau, puisque Marine Le Pen est quand même très très suivie sur Twitter par exemple. Mais les militants étaient beaucoup plus discrets, c'est ça que je voulais dire. Oui, peut-être. En tout cas, là, elle a ouvert aussi un compte TikTok qui est très très suivi, très relayé. Je pense que les jeunes, tout simplement, aiment bien les courtes vidéos, aiment bien tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut sans cesse innover, il faut savoir s'adapter au contenu. C'est vrai que Et donc Zemmour et Mélenchon ont plus innové que les autres? Je pense que Zemmour et Mélenchon ont été bons sur les réseaux sociaux, mais je pense que Marine Le Pen aussi, encore une fois, elle est devant la plupart des candidats sur Twitter ou sur un certain nombre de réseaux. Après, chacun a ses spécificités, ses zones de force. Je pense que sur plusieurs réseaux, nous sommes devant. Mon autre question était, est-ce que vous avez souffert du départ chez Éric Zemmour d'un certain nombre d'activistes ou de militants très suivis sur Twitter? Je pense par exemple à l'identitaire Damien Rieu. Il était au Rassemblement National au début de la campagne. Il a filé avec armes et bagages chez Éric Zemmour. Je pense
que Damien Rieu a des compétences indéniables en matière de réseaux sociaux. Je crois que Samuel Lafont aussi, qui était chez Éric Zemmour. Mais pour autant, voilà, je crois que les résultats ont été sans appel au premier tour. Et la popularité... Vous êtes prêt à les accueillir de nouveau au Bercail? Je crois pas que ce soit leur volonté. En tout cas, ils soutiennent Marine Le Pen pour le second tour et je m'en félicite. Je crois que c'est important d'avoir un rassemblement le plus large possible. Et en tout cas, sur les réseaux, on a bien vu que la popularité sur les réseaux ne faisait pas l'élection. La preuve. Voilà. La preuve, puisque la popularité sur les réseaux, c'était surtout celle de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour. Éric Zemmour a recueilli 7% finalement au premier tour, ce qui est quand même un tiers du score de Marine Le Pen. Parlons de la non-campagne d'Emmanuel Macron, y compris sur les réseaux sociaux. On s'attendait à voir une profusion de vidéos du président de la République. Pourquoi pas une campagne avec McFly et Carlito, même s'ils votaient pas pour lui. Et on l'a quasiment pas vu, lui et ses militants. Oui, il y a un contexte, évidemment, qui nous a amené à revoir aussi cette campagne. La gravité de déclenchement de la guerre en Ukraine a nécessité que cette campagne se fasse aussi dans la sobriété qui était requise. Je ne pense pas que les Français, les jeunes ou les moins jeunes, auraient compris que la campagne soit assez festive, le contexte de gravité. Non, on a le droit de tweeter sans faire la fête. Y compris dans la vie personnelle des Français, qui voyaient leur prix du plein augmenter de manière substantielle malgré l'ensemble des efforts qui ont été menés par le gouvernement, et même si c'était moins faible que dans les autres pays moins élevé que dans les autres pays européens. Néanmoins, il y avait un contexte de gravité qui nous a vu à revoir un certain nombre de choses. Vous savez qu'il y a des meetings qui étaient prévus, qui ont été annulés. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Oui, sauf que justement, Pierre Batti, la guerre ne s'est pas arrêtée, loin s'en faut. Mariupol est toujours sous les bombes russes, à 2 doigts de tomber. Et malgré tout, il y aura un meeting aujourd'hui d'Emmanuel Macron. On voit Emmanuel Macron quasiment tous les jours à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire que finalement, plus on se rapproche de l'échéance, plus Emmanuel Macron a peur de perdre et plus il se remet à faire campagne? Non, plus on se rapproche de l'échéance, plus l'enjeu est important et donc plus évidemment il est nécessaire de battre le pavé et d'expliquer les idées. Il y a aussi un autre sujet, c'est que nous on était un candidat sortant. Je pense que les Français connaissent Emmanuel Macron, connaissent ses idées, connaissent son projet, et donc évidemment que la lumière peut-être s'est faite au début de la campagne davantage sur ses concurrents qui avaient peut-être des nouvelles idées à mettre aussi sur la table. Nous néanmoins on a mené cette campagne. Moi je suis engagé depuis janvier sur les marchés, peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie, au contact des Parisiens, y compris des jeunes qu'on rencontre sur le terrain. Donc cette campagne, on l'a pas du tout éludée. On l'a menée tous les jours depuis le début de l'année, et on continue, on accélère. Oui, ça c'est sûr. Et évidemment, tout le monde accélère d'ailleurs. Plus l'enjeu se rapproche, plus on avance. Parlons de cette campagne et comparons-la à celle d'il y a 5 ans. Vous étiez déjà au Rassemblement National il y a 5 ans. C'était Front National à l'époque, Julien Sanchez. Quelle différence entre la campagne de cette année et celle d'il y a 5 ans, au-delà du fait que c'est plus serré? Je pense qu'il y a un engouement réel pour Marine Le Pen parce qu'elle n'était pas donnée aussi haut, y compris dans les sondages second tour il y a 5 ans. Là, elle est entre 46 et 49% des voix selon les instituts, donc ça montre quand même qu'elle est dans la marge d'erreur et qu'elle peut potentiellement l'emporter dans 46, je rappelle, Marine Le Pen, 46,5% des voix au second tour d'après notre dernier rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. Donc il y a déjà un engouement populaire, puisqu'on n'est pas à 46 à 49% si on n'a pas un engouement populaire derrière soi, donc ça c'est déjà positif. Qu'est-ce qui a changé aussi depuis 5 ans? C'est qu'Emmanuel Macron n'est plus un homme neuf, il a l'exercice du pouvoir, l'usure du pouvoir, et puis aussi beaucoup de gens sont un petit peu en reviennent de tout ça. Donc certains ont cru, je discutais encore avec des personnes ce matin qui me disaient on a voté pour lui il y a 5 ans parce que c'était assez séduisant son programme, notamment pour les jeunes justement, et au final il n'a pas tenu ses promesses. Donc pourtant, il faut quand même souligner le fait qu'Emmanuel Macron est le premier président de la République depuis François Mitterrand en 88 à avoir amélioré son score au premier tour. C'était pas arrivé depuis très longtemps, donc c'est quand même important. Oui, mais on verra le second tour. Moi je le redis, je pense que cette fois-ci nous avons vraiment une chance de l'emporter, et parce que tout simplement il faut regarder la casse sociale qui a été faite sous Emmanuel Macron, qu'il va continuer à faire dans les années à venir s'il est réélu. Il promet la retraite à 65 ans, il promet vraiment un grand nombre de mesures antisociales, et moi je dis aux électeurs, vous avez souffert pendant 5 ans, pas d'abstention quoi. Parlons de votre candidate. Vous m'avez dit qu'Emmanuel Macron avait changé. Vous avez dit que la campagne et le rapport de force avaient changé. Et Marine Le Pen, elle a changé ou pas? Oui, je pense que vous savez, on mûrit tous, et quand les années passent, eh bien on tire les conséquences d'un certain nombre de choses. Donc elle a on mûrit quand ça vous arrange, parce que
que si je vous écoute, Emmanuel Macron est usé. En revanche, Marine Le Pen a mûri. On le verra dimanche prochain, mais je crois que les électeurs, effectivement, ne veulent plus du président de la République. Donc voilà, il y a une usure du pouvoir objective. Pour ce qui est de Marine Le Pen, je pense qu'elle a beaucoup mûri encore pendant ces 5 ans. Elle a tiré les conséquences du débat raté du second tour de la dernière fois. Et je pense que beaucoup de gens sont impatients de voir le débat de mercredi prochain parce que beaucoup vont faire leur vote en fonction de ce débat. Ça va être un moment important. Et est-ce qu'elle l'abordera avec autant d'agressivité, on peut le dire, elle l'a reconnu elle-même, que le précédent débat? Je pense qu'elle parlera surtout de son projet à elle, parce que c'est ça que les gens attendent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont indécis, qui ne savent pas s'ils vont voter Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou s'abstenir. Et ils ont besoin de savoir en fait ce qu'elle propose, au-delà de la caricature faite dans certains médias et de la diabolisation entre deux tours qui est formidable. Diabolisation, vous vous sentez encore diabolisé? Ah oui, parce qu'on a lu à la télévision, Marine Le Pen est méchante, si elle est élue, il va se passer ça, les oiseaux vont tous tomber au sol, ça va être terrible, l'horreur, le cataclysme. Bon, voilà, c'est un peu caricatural quand même. Un tout petit peu caricatural aussi la manière dont vous décrivez ces médias-là. Est-ce qu'Emmanuel Macron a changé lui aussi, Pierre Batti? Dernière question. Oui, il l'a dit lui-même, il l'a assumé. Mais c'est à vous que je le demande, quinquennat, c'est normal. Oui, bien sûr. Non, mais son quinquennat a été marqué par des crises importantes. L'exercice du pouvoir, évidemment, ça forge un homme. C'est aussi de l'expérience qui est acquise. Et je pense que pour la première fois depuis un certain nombre d'années, on a la possibilité de reconduire un président qui a fait montre. On l'avait avant, c'est juste qu'on ne voulait pas. En tout cas, les électeurs ne voulaient pas. Voilà, mais il n'avait pas voulu se représenter. Mais cette fois-ci, voilà, et vous le rappeliez, le fait qu'il ait eu 1 million de voix supplémentaires au premier tour par rapport à il y a 5 ans, ça montre que son socle de soutien au sein de la population française reste important, reste élevé, et il faut qu'il construise maintenant une majorité pour conduire le pays pendant 5 années de plus. Merci à tous les deux. En tout cas, égalité parfaite de temps de parole pour vous deux. Tiens, votre emploi du temps de campagne cette semaine, vous avez prévu de faire quoi, Julien Sanchez? Écoutez, je retourne dans ma commune pour assister à la messe de Pâques demain. Et puis, évidemment, c'est la dernière semaine, donc il y a beaucoup de rendez-vous médiatiques. Le meeting d'Arras de Marine Le Pen jeudi soir, évidemment. Et vous y serez donc du coup du sud au nord. Et vous? Ça. Oui, Pascal, mais je ne sais pas si c'est un élément de campagne. En tout cas, je ne vous en fais pas un. Et ensuite, tourner des parcs, puisqu'il fait très beau à Paris ce week-end. N'hésitez pas à sortir aussi. C'est pas un élément de campagne, mais c'est un élément d'agenda. Et en tout cas, je suis content. C'est la première fois que le président de la République nous souhaite de joyeuses Pâques. En 5 ans, tout arrive. Tout arrive, c'est très bien. Excellent week-end, Pascal, à vous deux d'ailleurs. Et bon courage. Merci pour la dernière ligne droite de la campagne. C'est toujours des moments passionnants, mais absolument éprouvants. Merci à vous, Esteban Rania. Merci à vous, Jean-Marie. On se retrouve demain dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio à partir de 7h. En revanche, la journée continue, puisque dans quelques minutes, juste après les informations de midi, vous retrouverez On parle auto. Tiens, toutes les questions que vous vous posez sur votre automobile, comment la choisir, c'est avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Vous nous appelez 0826 300 300. Bonne journée.